الخطوط الجوية الجزائرية تتمنى للشعب الجزائري والأمة الإسلامية رمضاناً كريم. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre talk show Ramadan Prime en direct à pile 22h sur Al24 News. Nous sommes très heureux de vous accompagner, votre talk show auquel vous avez pris l'habitude maintenant tous les soirs de Ramadan à partir de 22h. Vous avez pu suivre dimanche, lundi et mardi votre émission en langue arabe et on vous retrouve comme d'habitude les mercredis et jeudis en langue française avec notre équipe qui s'installe comme d'habitude sur le plateau. Nariman Zohor Saadouni, bonsoir, Sahaf Torek. Fatima et Sahaf Torek et bonne digestion aussi. Merci beaucoup Nariman. Iman Merad est également parmi nous. Sahaf Torek, Iman. Bonsoir Fatima, Sahaf Torek et Sahaf Torek à tous nos téléspectateurs. Et bonne digestion à vous aussi, on va se passer à l'expression. Zaki Mihoubi est également parmi nous. Bonsoir Zaki, Sahaf Torek. Bonsoir Fatima, bonsoir à vous, bonsoir à nos amis derrière l'écran, marhaba bikoum. Et j'espère qu'on va passer encore une fois une bonne soirée et voilà. Il n'y a pas de raison, moi je suis sûre qu'on va passer une très très bonne soirée avec nos chers amis téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Il y a également sur le plateau Samar Hamadi. Bonsoir Samar. Bonsoir Sahaf Torek. Bonsoir Fatima, Sahaf Torek, tous nos téléspectateurs. Inch'Allah, vous passerez une excellente soirée avec nous. Merci beaucoup Samar. Et Abdelmalek Belhaouchat est également parmi nous. Bonsoir Abdelmalek, Sahaf Torek aussi. Bonsoir Fatima, Sahaf Torek et Sahaf Torek, tous nos téléspectateurs à Al24 News. Merci beaucoup les amis d'être là avec nous ce soir comme d'habitude. Et bien, mesdames et messieurs, au sommaire ce soir de votre émission, les productions foisonnent cette année. Vous téléspectateurs avez l'embarras du choix cette saison entre feuilleton, drama, comédie et sitcom. On en débattra ce soir avec nos invités. Ramadan Prime reçoit ce soir le grand et brillant acteur Hassan Kishash ainsi que le grand producteur de Dmour Loulia l'année dernière et Del Ard cette année Amr Behloul. Au sommaire également le lancement officiel de l'incubateur de l'école supérieure des beaux-arts baptisé Artis. On en parlera tout à l'heure. Aussi à Mostaganem. Les candidatures pour la 8e édition du prix Kaki d'Or sont ouvertes jusqu'au 1er septembre prochain. Vous suivrez également la chronique de Iman Merad. Comment est-ce que les partenariats avec les Instagrammeurs affectent-ils la perception de la marque dont il est question? Quel est l'impact des influenceurs et est-ce que les consommateurs font plutôt confiance à la marque ou aux influenceurs? On ira également dans le close-up ce soir au Soudan, voir l'ambiance du mois sacré ou le mois béni de Ramadan entre solidarité et conflit sur place. Ce sera l'un des reportages que l'on vous proposera ce soir. Ensuite, nous irons voir la grande place qu'occupent les concerts et les spectacles de musique en Algérie, tout genre de musique pendant le mois béni de Ramadan. C'est le menu qui vous attend ce soir, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Ramadan Prime. Et on commence tout de suite avec la première chronique. Et on commence avec l'essentiel, mesdames et messieurs. Je vous le disais en titre, le lancement officiel de l'incubateur de l'école supérieure des beaux-arts, baptisé Artis, pour créer un environnement propice aux jeunes talents dans le domaine des beaux-arts, pour encourager également l'innovation et transformer les idées créatives en projets concrets. C'est une initiative qui soutient et qui encourage l'innovation artistique en Algérie et c'est
le premier sujet de l'essentiel ce soir. On regarde bien sûr les images et on fait bien sûr les commentaires sur place. On commence avec vous, Nariman Saoursadouni. Alors, en ce qui concerne l'école des beaux-arts, il était temps qu'il y ait un incubateur parce que la plupart des étudiants, lorsqu'ils terminent leurs études, ils obtiennent leur CAPES, ils partent à l'étranger, ils reviennent, ils ne trouvent pas de travail, ils ont des projets, ils ne trouvent pas de subventions pour pouvoir monter leurs petits projets. Donc, bienvenue à cet incubateur qui va leur permettre, non seulement dans le cadre de la formation, c'est ce qui est prévu aussi, et ça sera au cas par cas, cette formation. Il y aura des encadreurs aussi également. Et bien entendu, chacun pourra, disons, mettre au point, réaliser, concrétiser son projet. Maintenant, il faudrait que les jeunes prennent conscience de cette opportunité. Les étudiants des beaux-arts qui étaient au chômage, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Parce que la plupart sont soit dans l'enseignement, ils enseignent au collège, soit ils travaillent comme administrateurs. Ils perdent justement cet élan artistique, leur inspiration, cette folie également. Et ils exposent de temps en temps dans une galerie, dans le cadre d'expositions collectives. Mais ce n'est pas suffisant. Avoir sa propre galerie, pourquoi pas. Monter son propre catalogue, pourquoi pas. Avoir un agent pour pouvoir être présenté ici, ailleurs, pourquoi pas. Et cet incubateur, justement, artiste, est là pour ça. C'est une initiative à saluer. Les efforts de l'Algérie en matière de start-up est pour moi à saluer. L'Algérie ambitionne d'être une start-up nation. Et aujourd'hui, c'est le secteur de la culture et des arts qui est l'invité des startups. Donc, encore une fois, c'est une initiative, comme l'a si bien dit Nariman Saoursadouni, qui va relancer, je l'espère, les beaux-arts en Algérie. Et c'est bien d'avoir, comme l'a si bien dit encore une fois Nariman Saoursadouni, avoir sa propre galerie d'art, mais c'est bien aussi de numériser le secteur. C'est-à-dire d'avoir une galerie d'art, pourquoi pas en ligne, sur Internet, numérique. Donc voilà, c'est à saluer et j'espère que ce procédé, enfin cette initiative, sera un tout petit peu, se propagera un peu partout dans le territoire national. Iman Merad. Oui, alors moi je voudrais souligner que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose facile. Donc quand on est étudiant et quand on va sur le marché du travail, c'est deux mondes différents. L'entrepreneuriat, ne s'apprend pas du tout à l'école, ça reste de la théorie. Il s'apprend sur le terrain. Donc ce genre d'initiative est vraiment la bienvenue et ça va non seulement encadrer les jeunes porteurs de nouveaux projets, mais aussi ça va les aider financièrement parce que quand on est jeune, on a parfois de très bons projets, mais nous n'avons pas les ressources nécessaires financières pour nous lancer. Et donc, ce genre d'incubateur va permettre justement à plein de jeunes de porter leur projet vraiment haut et pourquoi pas à l'international. Zeki? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Je suis d'accord avec cette idée, je la salue, avec les images des applaudissements en même temps, comme par hasard. Franchement, l'Algérie, c'est pas le pétrole et le gaz uniquement. En fait, le président de la République n'aura de cesse de le rappeler. Diversifier l'économie. Oui, en dehors de ça, regardez, figurez-vous, être artiste, c'est pas du tout une mince affaire dans n'importe quel pays dans le monde, parce que il y a toujours le risque de se retrouver avec rien à se mettre sous la dent, en fait, parce que c'est un métier trop risqué. Même maintenant, je pense que même moi, en tant que parent, demain, mes filles voudront s'inscrire dans une dynamique ou dans un processus intellectuel pour devenir artiste complètement. J'aurais moins peur de leur dire allez-y, parce que là, je vois qu'il y a des débouchés, il y a des ouvertures, au même titre que pour les babzouaristes qui ont des ingénieurs en je ne sais quoi. Demain, l'artiste plasticien, musicien ou autre, il sait que lui, il va avoir les mêmes opportunités que les autres qui font autre chose.
Mais de est-ce plus. qu'il ne va pas perdre justement de cette âme artistique? Parce qu'un artiste... Là, c'est le fond du débat, mais dans Oui. un premier temps, ils font un début à tout, Nariman. On est Mais d'accord. l'art est un gagne-pain aussi. Hein. Les gens ont tendance à l'oublier. Ça mais- dépend. Oui. Ça dépend. On a C'est vu un la métier, période. mais c'est pas Beaucoup une d'artistes en profession. Algérie gagnent Ouais. leur vie à travers justement en exerçant ce métier. Je veux des Généralement, chiffres, ils monsieur. cumulent deux- Beaucoup ils d'artistes. cumulent- Iman Oui, Beaucoup, généralement, non, ils je cumulent pense. Je suis d'accord. Deux métiers à la fois. oui. En général, les artistes, généralement, ne sont pas que artistes. Ils sont vraiment pas très nombreux à vivre de ça. Mais Iman, c'est exactement ce que dit Oui, Nariman. oui, C'est- ce que je contredis, Abdelmalek, Bah, qui pense le contraire. vous avez le musicien qui travaille parallèlement, qui est Oui, journaliste. qui fait ça par aussi. Vous avez le par, peintre, le oui, critique c'est d'art aussi, qui travaille D'ailleurs, j'allais parallèlement. vous dire, parce- Nariman, que l'école des Beaux-Arts, ça vous parle beaucoup. Hein. Ça me parle, mais je n'ai pas fait les beaux-arts. J'ai fait l'Institut supérieur de Tersraïen et je suis critique d'art, bon, des médias médaillés par l'UNESCO, ça c'est parallèle. Mais sinon, je peins et si je devais vivre de ma peinture, bon ben je Il y mangerais a un beaucoup jour sur trois. d'autodidactes aussi. Hein. Il y a beaucoup Voilà. d'autodidactes qui, eux, Oui, oui, tout à voilà, fait. qui- Iman. Mais il y a exactement, des vivent pas. artistes Oui. qui refusent justement d'exercer une autre profession et qui veulent vivre de leur art. C'est les Pourquoi professionnels, métiers c'est ce qu'on appelle les artistes professionnels. Voilà. C'est leur Pourquoi les profession. Oui. Comparé au nombre C'est ça. effectif et réel des artistes qu'on a en fait. Maintenant, pourquoi je dis ça? Que c'est à saluer en fait, parce que maintenant, ça donnera envie aux artistes qui Et aux ne font parents, que ça, et aux parents. aussi pour les encadrer, laisser et ne les pas avoir enfants. d'angoisse pour eux, parce que c'est risqué. Moi, si Exact. j'avais dit à mon père, là, yarhamou, écoute, Là. je vais faire que de la musique, il aurait eu peur pour moi. Et évidemment, on connaît plein d'histoires d'artistes. Quand on prend l'histoire de Cheikh Hasnaoui, qui est un monument de la musique, le mec, il a raté l'amour de sa vie parce qu'il était artiste. C'est énorme, Fatima Sharef, c'est pas rien. S'il avait un autre boulot, peut-être il l'aurait épousé, cette Fatima. Donc Et c'est un nous métier, allons- c'est pas une profession. Absolument. Et nous allons juste rappeler que la création de cet incubateur de start-up au sein de l'école des Beaux-Arts fait partie de la politique du ministère de la Culture et des Arts visant justement à assurer l'émergence et le développement d'une économie culturelle et créative en Algérie. L'incubateur Artis est supervisé par une équipe jeune, pluridisciplinaire et qui vise à créer un environnement idoine à la maturation des projets créatifs et à la naissance des start-up. Nous allons aborder tout de suite le deuxième sujet de l'essentiel. On parle de 4e art ce soir, les amis, avec à Mostaganem, bien sûr, les candidatures pour la 8e édition du prix Kaki d'Or qui sont ouvertes et ce sera le cas jusqu'au 1er septembre prochain. L'annonce a été faite par l'association Ould Abdelrahman Kaki qui organise justement ce concours national qui récompense les meilleurs textes de théâtre. Samar. Exactement, donc c'est encourager beaucoup plus la création théâtrale en Algérie, il permet de préserver et de renouveler justement le patrimoine culturel. Donc Abdelrahman Kaki est un bel hommage à ce dramaturge majeur. Et justement, ça permet de préserver, de renouveler le patrimoine tout en offrant une reconnaissance aux acteurs ou aux auteurs plutôt contemporains. Voilà. En plus, c'est le mois du théâtre, Oui, le 20 ah. mars. Parce que le 27 mars, c'est la journée internationale du théâtre. Exactement. Donc il y a eu plusieurs, Le 27 justement, mars, oui. plusieurs initiatives. Il y a eu la semaine dernière, c'était, enfin pas la semaine dernière, c'était le 10, si je ne dis pas de bêtises, à Oran, le théâtre régional d'Oran qui a L'hommage à organisé Aloula. l'hommage à Abdelkader Aloula. C'était Et le le 10, oui. lancement, justement, parce qu'on parle du numérique, c'était le lancement d'une plateforme numérique qui regroupe les archives de Abdelkader Aloula. Abdelkader Aloula qui est la personne la plus traduite en Afrique. Ses œuvres ont été traduites partout en Afrique. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est un dramaturge qui nous a quittés malheureusement, Abdelrahman Kaki. Donc je vois que Kaki. voilà, il y a beaucoup d'initiatives dans ce genre pour relancer, pour redynamiser le 4e art en Algérie. Nariman Zohar-Sadouni, est-ce qu'on peut parler ce soir avec vous du grand dramaturge Abdelrahman Ould Kaki? Sur le plan biographique, je ne connais pas son parcours. Par contre, sur le plan de l'héritage, justement, de ses textes, l'héritage de ses apprentissages, c'était un grand maître en la matière. Vous savez, on perd des hommes, on perd des femmes comme ça, alors qu'on aurait pu, durant leur vivant, en tirer un maximum. Hein, justement, tu parlais tout à l'heure de Abdelkader Aloula et bien d'autres qui nous ont quittés. Moi, je trouve ça lamentable. Il ne faut pas qu'on
qu'on perde ces occasions-là de tirer un max de ces encyclopédies ambulantes, de ces hommes, de ces femmes de savoir. Et je crois que c'est ce qui se fait timidement, mais ça se fait actuellement. Seulement, on a laissé passer beaucoup de temps. Justement, est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, Abdelmalek, qui veulent reproduire les textes de Abderrahmane Ould Kaki sur scène, par exemple? Mais on reproduit justement déjà la technique de Abderrahmane Ould Kaki. Parce que si vous voulez, Abderrahmane Kaki, il avait modernisé, et tout d'abord avant de moderniser, il avait vulgarisé le théâtre du cercle, le théâtre de l'halqa. C'est tout comme Abdelkader Alloula. Oui. Donc ils ont modernisé, vulgarisé tout d'abord, et puis modernisé, révolutionné ce genre théâtral qui revient aux racines justement des traditions algériennes. C'est-à-dire le meddahat et tout, c'était le halqa, le cercle. Et aujourd'hui, vous me dites, est-ce que des jeunes veulent reproduire le théâtre d'Abderrahmane Kaki ou de Abdelkader Alloula? Mais ça se fait aujourd'hui. Ça se fait, justement, ça se fait. Et puis, cette initiative, cette 8e édition du Kaki d'or, regardez le titre, Kaki d'or, c'est magnifique. C'est magnifique comme prix, le Kaki d'or. Ça sonne bien à l'oreille. Donc, justement, ça va pousser ces jeunes à étudier ce que Ould Abderrahmane Kaki a fait, qui est natif de Moustaganem justement. Donc, cette chose va soutenir la production artistique et va pousser les jeunes à aimer la planche. Très bien, merci infiniment les amis. C'était donc l'essentiel de ce soir. On a parlé de culture, on passe tout de suite à la chronique de Imen Merad. Et dans la chronique de Imen Merad, mesdames et messieurs, tout de suite, nous allons aborder avec vous, bien entendu, les partenariats avec les Instagrammeurs. Comment est-ce que ces partenariats affectent-ils la perception de la marque dont il est question? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait plus confiance aux influenceurs, comme on les appelle, entre guillemets, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les appeler influenceurs, juste Instagrammeurs. Est-ce qu'on leur fait confiance à eux ou bien à la marque dont il est question, Imen? Alors exactement Fatima, alors ce soir j'ai choisi d'aborder ce sujet. Alors déjà nous sommes en plein mois de Ramadan, donc c'est une période particulière donc en Algérie et même dans les autres pays qui font le Ramadan. Donc les marques sont à la recherche constante des meilleurs moyens d'interagir avec les consommateurs et de les pousser à l'achat. Cependant, ce que nous avons constaté, c'est qu'au fil des ans, il y a un nouveau concurrent qui a émergé et c'est les influenceurs. Donc, ces stars du numérique sont parmi nous, donc désormais jouent un rôle, on va dire un rôle stratégique dans les choix que font les marques pour atteindre leur cible. Donc, ces influenceurs-là donc font si vous voulez, influent sur la façon dont les gens parlent, ce qu'ils portent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment tout simplement, en fin de compte. Donc, et plus précisément au mois de Ramadan. Pourquoi? Donc, on va dire que la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que ces influenceurs, est-ce qu'ils ont le contrôle sur le récit de Ramadan ou les marques tiennent-elles encore les rênes? Donc, en fait, c'est l'interrogation qu'on se pose dans le monde de la publicité. Donc, avant, nous avions les marques. Alors, les marques choisissaient ce qu'on appelait des égéries. Donc, des stars de cinéma, du mannequinat, de la musique. En fait, c'était des personnalités publiques. Donc aujourd'hui, ces influenceurs qui ont intégré notre vie quotidienne, donc sur les réseaux sociaux, ils ont complètement modifié la façon avec laquelle les marques interagissent avec les consommateurs. Donc ils ont une capacité de créer du contenu qui est vraiment très puissante. Donc elle est étonnante. Leur contenu arrive à atteindre un public et les marques font appel à ces influenceurs justement pour interagir avec. Donc ce mois, le mois de Ramadan, on peut dire qu'il est riche. Donc le mois de Ramadan, il est riche en signification culturelle et spirituelle. Qu'est-ce que font ces influenceurs? Donc ces influenceurs donc, on profite pour partager leur quotidien, des anecdotes de tous les jours. Donc ils sont dans la cuisine ou ils font les courses. Mais ils placent toujours un produit. Ils placent toujours un produit. Oui, donc la promotion du produit passe par ces influenceurs.
Cependant, il reste quand même un hic. Donc ces partenariats avec les influenceurs doivent refléter une certaine éthique, une certaine authenticité. Mais ce qu'on voit en ce moment, donc la surmédiatisation de ces personnalités qui étaient méconnues au bataillon il n'y a pas si longtemps. Donc ça constitue, on peut le dire, une véritable pollution dans le paysage médiatique. Donc, leur présence, ils sont, alors en plus de leur omniprésence sur les réseaux sociaux, donc en plus de les voir tous les jours, donc on les voit à la télévision, donc ils sont à l'affiche de feuilletons, de sitcoms, ils sont protagonistes dans les spots publicitaires, ils sont invités sur les plateaux télé, en fait, ils sont partout. Et donc, on n'arrive pas à différencier l'influenceur d'un autre métier. Donc, il y en a même qui présentent des programmes télévisés où... Vous êtes pour ou contre moi, je n'ai pas à être pour ou contre. Ce qu'il faut comprendre, Fatima, c'est que les influenceurs, ce n'est pas un métier, ce n'est pas des marketeurs. C'est-à-dire qu'il faut l'admettre. Donc, ce sont juste des personnes qui entretiennent donc, des liens avec leur public. Donc, ils ont un lien, ils ont une certaine proximité. Donc, ils créent cette espèce de sentiment. Donc, les gens s'identifient à ces influenceurs, à ces personnes lambda, en fait. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Donc, au mois de Ramadan, c'est une période où les gens, ils sont très récepteurs. Ils sont très attentifs aux messages qu'on leur envoie. Donc la nuance entre ce qu'il y a, c'est qu'il y a une nuance entre le taux d'engagement et le taux de conversion. Donc moi, quand je fais appel à un influenceur, ce n'est pas parce qu'il a un nombre d'abonnés ou il a un nombre de vues important que ces vues vont se convertir en achats. Donc au fait, les marques misent sur les influenceurs, mais nous ne savons pas. Enfin, si, nous savons, parce qu'il y a des statistiques, le taux de conversion est très faible. C'est-à-dire qu'on peut liker, moi je peux liker, mais je ne vais pas automatiquement acheter. Donc ça reste juste un like. Donc au final, est-ce qu'on peut dire que les influenceurs sont désormais des acteurs clés du marketing ou les marques ont encore le pouvoir de contrôle? C'est-à-dire, c'est ça la question est là. Moi, je vais dire que la réponse se situe entre les deux. Je vais vous dire, Fatima. Donc, ces stars du web ont indéniablement transformé la façon par laquelle les marques interagissent avec leur public. Donc, en véhiculant une certaine authenticité, une proximité et une profondeur émotionnelle. C'est-à-dire, il faut le dire. Mais cette proximité, si vous voulez, elle est absente dans les spots publicitaires classiques. Donc, on ne la voit pas. C'est un spot, il y a des affiches, il n'y a pas de proximité. Oui. Donc, il n'y a pas de lien. Mais de leur côté, les marques restent quand même essentielles. Donc, pour garantir un socle, un message, donc une stratégie à long terme dont les influenceurs doivent quand même s'imprégner ou, si vous voulez, s'inspirer. Mais on va dire à chacun son métier. Une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, donc au-delà de l'impact commercial, il est très important de souligner que ces influenceurs ont un impact direct sur la société. Ça, il est très important de le souligner. Donc, bon ou mauvais soit-il, quelle est donc la ligne rouge à ne pas dépasser? Donc, comment peut-on encadrer ou à la limite anticiper certaines dérives qui nuisent à notre société? Très bien. Et on a 2 minutes pour commenter sur ce que vient de donner Iman Merad. Oui, alors, l'influenceur est plus dans la communication et le spot publicitaire est plus dans l'information. Parce que non, le spot publicitaire, c'est pour vendre. Oui, c'est dans l'information. La publicité, c'est pour vendre. Oui, l'information, c'est-à-dire... pour vendre, c'est pas pour communiquer. Il y a de la communication institutionnelle, c'est tout à fait, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Dans la communication... C'est un tout petit peu son nom même. Oui, alors l'information, c'est-à-dire qu'il y a un émetteur, le récepteur, et justement, il phagocyte tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'on lui jette au visage. Par contre, dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur qui sont tous les deux actifs. Le récepteur dans l'information est passif, à part, plus tard, il va réagir au produit qui lui sera présenté par les images, le son, etc., du spot monté dans les normes. Et je trouve
bien que j'ai donné un peu d'importance à l'influenceur en disant qu'il est dans la communication, je trouve encore une fois... Des choses, hein, il se retrouve acteur des Oui, stratégies marketing. mais le problème, c'est que je trouve que ça manque encore d'éthique. L'éthique, on peut en parler quand il existe une profession, un métier, un diplôme, des études derrière tout ça. L'influenceur, c'est un orateur sauvage. Métier, hein, voilà, c'est un orateur sauvage. Mais C'est mon ami, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Madame, brièvement, Narima, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il existe des métiers qui ne demandent pas, ou bien qui ne demandent pas de diplôme aujourd'hui, de formation universitaire? Je suis un peu vieux jeu. Non, mais parce que c'est une question à se poser. Hein, ouais. C'est une question. Bien. Oui, donc je te rejoins carrément concernant justement la nuance entre justement un communicant et justement la pub. Tu as raison, à 100% raison. Mais j'aimerais dire que les influenceurs aujourd'hui, pourquoi ils ont autant de succès aujourd'hui, c'est parce qu'ils vendent leur image. Ils ne vendent pas les produits. Non, mais ils font des placements de produits. Et pour répondre un tout petit peu à ta question, brièvement. Tu as dit, est-ce que c'est les marques qui font les influenceurs ou bien les influenceurs qui font les marques? Je peux te dire aujourd'hui, et même que des influenceurs peuvent aujourd'hui détruire des marques. Non, mais tu as posé la question justement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des influenceurs dans le monde qui peuvent détruire, qui peuvent carrément écraser une marque. Merci beaucoup, Abdelmalek Belhaouchat. Merci les amis. C'était la chronique de Imen Merad. On marque une courte pause publicitaire et on revient juste après sur le plateau. À tout de suite. Et on revient pour la deuxième partie de votre talk show Ramadan Prime en direct sur Al24 News. Nous sommes très très heureux de vous tenir compagnie. J'espère que vous êtes en train de passer d'excellents moments d'après le ftour en notre compagnie sur Al24 News. Et comme je vous le disais au début de l'émission, on va parler ce soir lors de notre débat avec les invités des différentes productions qui foisonnent ce mois sacré de Ramadan. Et bien c'est vrai que nous avons l'embarras du choix à travers les différentes chaînes de télévision. Il y a même du théâtre sur les différentes chaînes de la radio nationale, notamment sur la chaîne 1. Alors, on a les feuilletons, on a le drama, les comédies, les sitcoms, les sketchs. Est-ce qu'il y a des caméras cachées cette année? Je n'en ai pas encore vu. Alors, pour en parler ce soir, nous avons deux brillants invités ce soir, mesdames et messieurs, le grand et brillant acteur Hassan Kishash qui est parmi nous ce soir. Bonsoir Hassan, marhaba bik. Bonsoir Fatima, marhaba bik, صحة رمضانكم صحة فطوركم كل عام وانتم بخير. Et Aïcha Kul Aam wa Anta Bkhair également. Nous avons également parmi nous ce soir le grand producteur qui a fait l'année dernière Dmou al-Ouliya et qui revient cette année avec Al Ard. Il s'agit de monsieur Amer Behloul. Bonsoir monsieur Amer Behloul, marhaba bik, صحة رمضانك vous aussi. Bonsoir madame Fatima, صحة رمضانك, صحة رمضانكم. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous Oula, tous les deux en plus. Le plaisir est pour moi. marhaba bikum. Ou Inch'Allah, nous jouons une très belle émission. Alors, nous allons débattre du sujet dans quelques instants avec vous, Hassan et Amer. Et nous allons tout de suite suivre le premier reportage de la deuxième chronique de l'émission. Il s'agit de Close Up. Alors, on part au Soudan ce soir, voir l'ambiance du mois béni de Ramadan entre solidarité et conflit. Le reportage de Maria Chouir. Dans une ville meurtrie par le conflit et une crise économique qui touche chaque famille, Port-Soudan témoigne de la résilience de ses habitants. En plein Ramadan, des organisations caritatives font face à une réalité amère. Elles s'engagent pour apporter un peu de réconfort à une population fatiguée par un conflit toujours en cours. Dans ce décor dévasté, ces lourdes marmites remplies sont les témoins silencieux de l'effort collectif. Elle symbolise l'espoir d'une communauté unie, même quand le monde autour semble s'effondrer. Malgré la situation économique difficile au Soudan et dans la ville Port-Soudan et le grand nombre de personnes déplacées, nous constatons que ce repas répond aux besoins des jeûneurs dans les hôpitaux et les abris qui ne disposent pas de services suffisants. Nous espérons que nous serons à la hauteur de cette grande responsabilité.
Dans un contexte où chaque jour est une lutte pour la survie, les bénévoles unissent leurs forces pour offrir un moment de solidarité où chaque repas est une main tendue vers ceux qui souffrent le plus. Les bouchers sont disponibles, les cuisiniers sont disponibles, les chauffeurs sont disponibles, ceux qui distribuent les repas sont disponibles. Tout le monde fait de son mieux, même notre propre travail, nous le mettons en pause lorsqu'il y a un projet caritatif et nous demandons des vacances mensuelles jusqu'à la fin du Ramadan, puis nous retournons travailler. Malgré le conflit toujours en cours depuis avril 2023, malgré les pénuries et l'instabilité, les repas distribués pendant ce mois sacré viennent témoigner d'un acte de solidarité et d'un message d'espoir pour ceux qui vivent dans l'incertitude. Nous avons 40 points de distribution, notamment dans les hôpitaux de l'État de la Mer Rouge, auprès des patients et de leurs accompagnants. Nous avons également des commissariats de police, des postes de contrôle, des prisons et des logements pour étudiantes dans le quartier de Mayo. À Port-Soudan, dans l'ombre du conflit, la générosité et l'engagement des organisations caritatives apportent un peu de chaleur humaine aux plus démunis. Ces petits gestes de solidarité rappellent que l'espoir, même fragile, peut redonner une raison de croire à un demain meilleur. Alors, au Soudan, pendant le mois béni de Ramadan, on voit qu'il y a beaucoup de solidarité entre Soudanais, malgré les difficultés, malgré le conflit, Nariman. C'est terrible, toutes ces images, ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Palestine, et c'est pire encore. Ce qui se passe au Soudan, c'est carrément un génocide dans un génocide. C'est-à-dire que c'est au-delà du conflit, c'est une guerre intestine. C'est le peuple qui se retrouve pris dans un étau entre deux structures qui ne s'entendent pas. Et c'est le peuple qui paye les pots cassés. Je ne sais pas, il y a eu combien de... On est dans les 150 000 victimes. 150 000 victimes. Et on est à 12 millions de déplacés. Combien de déplacés ? 12 millions de déplacés. 12 millions de déplacés. Quoi dire ? Moi, c'est effarant. Pour moi, c'est effarant. Au-delà de ça, c'est la folie. Abdelmalek. C'est encore une fois navrant de voir notre pays arabe, le Soudan, souffrir comme ça, passer un ramadan dans de telles circonstances. Et il faut savoir que chez les Soudanais, le ramadan est plus que sacré. Donc c'est plus que sacré. Et encore une fois, c'est ce conflit qui fait endurer à la population soudanaise un cauchemar au quotidien. Donc, comme l'a si bien dit Samar, c'est plus de 12 millions de déplacés, 150 000 victimes depuis 2023, parce que le conflit a éclaté entre 2023, même si le conflit était bien avant 2023. Et pour Soudan, c'est l'une des zones les plus touchées par le conflit. Khartoum, pour Soudan, le Darfour, tu as le Darfour et Kordofan. Et même le conflit même s'est exporté au Soudan du Sud et au Tchad, pas parce que les déplacés, pas le conflit, mais tu as un tout petit peu la misère qui c'est la tension, en fait. C'est la tension parce que c'est, encore une fois, c'est très navrant et c'est très triste de voir un tel pays comme le Soudan. Après avoir suivi ce reportage, quand on voit cette solidarité, ça fait toujours plaisir de voir ça. Bien sûr. Et c'est pas étonnant, en tous les cas, de voir une telle solidarité. Parce que déjà, le Soudan, c'est un grand pays. Et ce qui fait mal au cœur, c'est qu'un grand pays avec beaucoup de potentiel, un pays riche, très riche même, et il était appelé à émerger, mais il se retrouve dans une guerre civile, pratiquement entre deux factions ou plusieurs, je ne sais pas maintenant ce qu'il y a une guerre. Et à tous les Soudanais qui peuvent décider de dire est-ce que vous voulez choisir la voie de la paix ou la voie de la guerre. Parce que finalement, depuis des années, c'est pas récent, ça remonte à très longtemps, le conflit au Soudan. Et la guerre, qu'est-ce qu'elle a ramené ? Que la misère et des victimes innocentes et la destruction du pays. Donc, mais quand même, ces actes de solidarité, ils continuent de résister. Oui, bien sûr, c'est une forme de résistance, exactement, et dire il y a une alternative. Exactement. On peut toujours travailler ensemble pour un Soudan en paix et prospère. Donc,
Merci pour votre avis, Hassan Kchachouiz, qui est justement les propos du représentant algérien à l'ONU, Ammar Benjamin, qui disait exactement la même chose hier, en parlant il parlait du plan international. Il a parlé de solidarité, s'il le faut, intercontinentale, parce que c'est pas normal que le Soudan continue de souffrir des mêmes symptômes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça marche. Voilà. Il faut noter aussi l'accès à la nourriture plutôt qui est très très difficile. Au rassemblement aussi, on a un problème de rassemblement, mais on salue quand même, comme on vient de voir dans ce reportage, on salue quand même l'effort des Soudanais, on salue quand même cette solidarité, ces Soudanais-là qui s'efforcent justement à préparer des plats, à préserver leur tradition, à maintenir cette solidarité, on peut dire cette petite stabilité. Voilà. Ammar Behloul, est-ce que vous aimez la musique ? On a envie de découvrir ce que vous aimez ce soir. Bien sûr. Très bien. Alors, vous savez très bien que pendant le mois béni de Ramadan, il y a énormément de concerts qui sont proposés aux citoyens, des soirées after al-ftour. Donc, c'est sur, bien sûr, les 4 coins du pays, au nord, sud, est et ouest. Plein de concerts sont proposés. Nous allons voir ce qui se passe sur le terrain à travers ce reportage de Fellah Leili et on revient juste après. Ramadan, en plus d'être synonyme de spiritualité, est aussi connu pour ses soirées en famille et ses événements culturels. Le thé chaud, devenu un événement incontournable du mois de Ramadan, revient en force pour sa 3e édition avec un mélange captivant de musique et d'humour. Cette 3e édition a une particularité, c'est qu'on a essayé de donner à chaque style culturel une soirée ou deux. Donc on est un peu sur toutes les régions du pays, sur tous les styles musicaux. Le raï, le hawzi, le malouf, le diwan, le gnawi, le tergui. Donc on a pas mal d'artistes de renom. On a aussi choisi de faire une soirée humour avec Abdelkader Secteur. Donc voilà, on essaye une certaine variété culturelle algérienne. Hamidou, la star de la chanson algérienne, a enchanté le public algérois avec du hawzi, passant par le sha'bi et quelques chants occidentaux. Le mois du Ramadan nous rassemble dans une ambiance conviviale et familiale exceptionnelle. Aujourd'hui, mon cher public de 3 générations est présent. Je fais partie de ceux qui préservent le patrimoine. Chaque année, je leur présente un programme riche dans lequel il y a du hawzi, du shabi. Ça nous rappelle les temps anciens et pour que la nouvelle génération connaisse l'art algérien authentique. Vous n'avez pas le droit de pour les enfants. Yes. De son côté, Ramadan Connection illumine les nuits algéroises avec un menu d'exception qui rassemble la musique et l'humour. Abdelkader Secteur a séduit son public avec son nouveau spectacle durant plus de 2h30 avec des histoires hilarantes. Avant mon arrivée en Algérie, tous les tickets étaient vendus. J'ai un public merveilleux. Je ne parle pas du spectacle et je ne peux pas le juger, mais les gens qui ont assisté étaient très satisfaits. C'était magnifique. C'est entre concerts de musique traditionnelle, chants spirituels et spectacles comiques que les Algériens profitent des soirées ramadanesques qui constituent une opportunité pour se rassembler et célébrer l'art et la diversité en ce mois sacré. Alors nous sommes de retour et imaginez que sur notre plateau il y a également Hamidou et Abdelkader Secteur. Ça aurait été magnifique et il faut que je le fasse ce plateau, un de ces 4, Hassan Kchach, Ammar Behloul, et on ajoute Abdelkader Secteur et Hamidou. Vous aimez Hamidou, Ammar Behloul, certainement. Bien sûr. C'est votre ami aussi. Bien sûr, c'est mon ami. Et moi j'aime tous les artistes. Je travaille dans un monde artistique. Exactement. Alors c'est mes amis, c'est mes copains, avec tout le monde j'ai des histoires. Et vous êtes de sorti... Cheb Khaled, de Mami, de Hamidou, Agoumi, tout le monde. Et vous êtes sorti un petit peu ce mois de Ramadan après le Ftor? Est-ce que vous avez été à des concerts? Non, pas encore, parce que je travaille toujours. Alors, on est toujours en finition et en post-production. Alors, je n'ai pas eu le temps de sortir, mais je pense la deuxième quinzaine, je vais voir. Il y a beaucoup de choses. Généralement, la première semaine, on est un peu
pas très, oui, un peu lent. C'est bientôt la fin de la deuxième semaine, Iman Merad. Oui, bon, après nous on travaille, donc on ne voit pas les choses de la même façon. On parle de votre nouvelle production cette année. Vous êtes revenu avec Al-Ard Amr Bahloul. Oui. Ça passe sur Samira TV. Oui, c'est ça. C'est un feuilleton un peu différent. C'est un feuilleton qui parle de l'histoire aussi, qui parle de l'actualité. C'est un feuilleton qui a plein de valeurs. C'est un feuilleton que les conflits sont dans l'actualité, mais qui vient de l'histoire. C'est des conflits, c'est vrai, de famille algérienne à la campagne. C'est différent un peu par rapport à la ville. Déjà, on est dans une chaîne internationale, ça fait plaisir de parler de ce feuilleton parce que ça rentre en ça. Ça rentre en la promotion de notre pays, des valeurs, de la culture et même de la nature de notre pays. On a vu des belles séquences, on a vu notre richesse culturelle et naturelle aussi. C'était l'objectif du feuilleton, retourner aux sources. Et nous avons parlé d'Al-Ard hier aussi. Nous avions sur le plateau Iman Noël et Mustafa Laribi. Ils étaient là avec nous. Votre nouveau rôle cette année, Hassan Kchash? Oui, Morad qui est différent bien sûr à chaque fois pour un comédien, je crois, choisir le registre qui diffère, tenter d'exploiter de nouveaux terrains. Donc actuellement, Morad, c'est le prof d'université, biologiste, qui a quitté chez lui pour aller faire ses études à Alger. Et il y a une partie de sa vie qui est passée à Alger, il s'est marié. Au moment où il y avait où la famille a planifié tout un programme, toute une série d'événements pour lui, se marier avec sa cousine. C'est comme on a l'habitude de planifier la vie de nos enfants. Voilà les alliances et tout. Mais lui, non, il choisit de quitter. Mais à certains moments, il se retrouve devant une réalité. Mais finalement, qu'est-ce que je suis en train de faire en dehors de l'enseignement? Je dois profiter de mes études à mon environnement. Et l'idée vient de récupérer la souche originale du blé. Et c'est ça l'idée. Et là, le feuilleton oppose deux visions. Morad, qui avec un projet d'investissement et de retour à la souche, aux valeurs, et une autre vision que non, on a envie de gagner rapidement, facilement. Et ce sont une confrontation entre deux visions en réalité. C'est une lecture au deuxième degré, bien sûr sur une trame des histoires sociales, de jalousie, mariage, déception, trahison, tous les ingrédients y sont. Et donc je suis content de ce nouveau rôle. D'interpréter ce rôle, surtout je récidive avec la même équipe, avec Amer comme Ghosto Prod, Najib Oulbsir, Rabah Slimani, scénariste. Et vous avez vu le casting, vraiment, il y a tout le monde, c'est des personnes du talent. Et notre ambition, c'est proposer une vision nouvelle et une histoire nouvelle, tout en gardant les ingrédients du suspense et des événements qui font véhiculer ou faire avancer le récit. Bon, maintenant, je ne vais pas dire plus concernant les faits, mais il y a des rebondissements à chaque fois. Peut-être une autre question pour Amr Bahloul. Quelle est l'importance du traitement de la thématique du traitement dramatique de la thématique de la terre dans votre feuilleton, Amr? Mais la terre pour nous, c'est l'Algérie. La terre pour nous, c'est notre histoire. Très bien. La terre pour nous, c'est un message subliminal. Bien sûr, nous on a fait une révolution. Pourquoi? Pour récupérer notre terre, pour récupérer nos valeurs, pour récupérer notre identité. On comprend ça au premier épisode. Passage, c'est pour ça que j'ai dit qu'on vient. Mais par contre, c'est pas évident pour tout le monde. Oui, après, c'est tout l'intérêt de suivre le feuilleton. C'est ça. Dans le premier épisode, on comprend. Oui, c'est vrai, c'est la première scène justement avec Mabrouk Ferrouji. Alors les amis, oui, exactement, oui. Mais moi, je voudrais justement soulever un point important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages. Donc là, on est au 12 jours. Oui, 12e jour. Et je vous avoue que nous, à la maison, donc on suit Al-Ard, et il y a des personnages, on ne sait pas qui est qui. En fait, voilà, c'est-à-dire que, par exemple, le petit enfant peut-être. Non, celui qui vit avec, j'ai oublié son nom. Choukri.
Misbah. Non, oui. Misbah Qui avec vit sa avec femme Mahmoud. et ses C'est qui enfants. C'est qui C'est une famille, on a cette tradition qui existe dans la campagne ou même dans le sud, ou peut-être même ici à Alger, c'est une famille adoptive. C'est des gens Voilà, qui ont donc on travaillé, comprend pas. voilà, qui ont C'est-à-dire qu'il y a travaillé pas chez de- la famille il y a pas de et ils détails. deviennent membres de la, famille C'est ça. de la Donc famille on s'est par la dit c'est suite. le père, c'est Prochaine l'oncle. Et il y a eu tout un débat autour de ça, moi je vous dis la vérité. Et- Mais après, il y a 26 épisodes. Oui, mais Si là on on est au dit tout- 12. Non, non, si mais on dit tout- c'est-à-dire que si au 12e épisode, on n'arrive pas à identifier qui est qui, ça nous perturbe un peu. Mais après, il y a... Donc on essaye un peu de reconstituer ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu avant-hier. Tu es jalouse parce Donc, qu'il y a eu 1 million de vues pour la première. Oui, voilà, je suis jeune. Amr Behloul. Oui, Amr. Parce qu'il y a Misbah qui a dit... Vous parlez de Misbah, la Oui, famille. oui, voilà. Misbah avec son épouse. Et il y a la fille. Et la fille La et famille. son fils. C'est une famille qui son vit fils. chez Il y a le nous. frère, C'est non ça. Il y a un frère. Il y a un frère, non Oui, le frère. Une famille, frère le qui veut père, la épouser, maman, je sais C'est ça. Voilà, garçon ok. et fille. Voilà. Ils ont grandi chez nous depuis longtemps. D'ailleurs, je Parce les que appelais Misbah, toujours il comme mon travaillait frère, avec comme ma Philippe. sœur. J'ai dit toujours ça. Et il y a un respect, on les considère avec le temps, adopté qui comme des membres de la famille. Donc ça devient comme des membres de la famille. Peut-être si certains détails ne sont pas clairs au début, peut-être des fois c'est voulu dans l'écriture, on donne les informations Peu à peu. peu à peu. Comme vous dites, Donc créer petit à le petit. flou artistique. C'est ça. Et parce que si on commence à étaler l'histoire de tout le monde, ça va être peut-être ennuyeux. J'irai Mais- pas jusqu'à étaler, mais pour un peu, c'est-à-dire comme ils sont tout le temps présents, quand vous avez fait le dîner, là, le barbecue, donc ils étaient présents. On n'a pas fait de barbecue. Enfin, pas le barbecue, enfin, je sais pas ce que vous avez fait. La chercheuse. Voilà, la C'est le déjeuner, chercheuse. c'est le déjeuner. Voilà. Oui, Ils je étaient plaisante. présents, donc on n'avait pas très bien compris. Misbah, il travaillait avec le papa. Voilà. Il travaillait avec le papa de Morad. Alors il a adopté. Et donc, Il a adopté toute la famille. Voilà. C'est comme ça, ça Voilà, existe. je viens Donc, de d'éclaircir. Et ça existe. Ils ont toujours été là depuis mes parents. Depuis les grands-parents, Ils ont grandi là, voilà, depuis les parents Et dans étaient les là. épisodes suivants, ça va se dire ou on va deviner ou ça va Non, se il a passer dit comment déjà. Il a D'ailleurs- dit déjà Misbah. D'ailleurs, si Enfin, on dans- suit les dialogues entre les personnages, D'accord. on voit entre les personnages, je lui dis, tu as envie de rester, travailler chez Mourad et chez la famille, et comme ton père, qui n'a rien fait de sa vie, et tu n'es pas ambitieux, mais c'était une forme de manipulation. C'est ça. Mais on injecte des informations à D'accord. l'intérieur. Oui. Donc, Le dialogue, ouais. Les indices. oui, c'est à prendre en considération, mais je crois... D'ailleurs, même l'histoire de l'autre côté de Choukri, Voilà, chez c'est-à-dire, Makhlouf il faut aussi, suivre c'est un plusieurs, enfant oui. plus ou moins adoptif qu'on va découvrir plus tard son Son histoire, histoire, qu'on a son commencé à histoire, découvrir d'accord. aujourd'hui. Donc cette forme c'est la société. Aujourd'hui, j'ai Mais pas eu le temps de voir. après, pour expliquer, il y a deux formes de drama. Oui. Il y a drama que le public il sait tout, et c'est les comédiens qui ne savent pas l'histoire. Alors nous, on sait c'est quoi l'histoire, avec qui a fait quoi pour l'autre, mais les comédiens ne savent pas. Et nous, on attend comment les connexions vont se faire à l'avenir. Il y a un autre drama, c'est que le public ne sait rien, il découvre avec le temps. C'est pour ça, nous, on a 26 épisodes, flashbacks, et on laisse le public deviner avec le temps. Très bien. Mais découvrir avec le temps. Mais vous me dites que, voilà, c'est vrai, notre public, il a l'habitude de rentrer directement dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est notre forme de drama. Alors, Abdelmalek ou Zaki? D'accord, peut-être une première question. C'est l'écriture de la série. Mhm. Donc justement, c'est... Même sur le plan technique, oui, tu termines, je voudrais intervenir sur D'accord, le donc plan justement technique. sur ce qu'a dit Iman concernant justement l'histoire, peut-être il y a des choses que le public n'a pas encore compris, mais ça viendra avec le temps. Mais généralement avec les films ou les feuilletons, il faut bien travailler l'exposition, ce qu'on appelle l'exposition. L'exposition d'un film, c'est-à-dire on introduit les personnages principaux, les présentations des personnages, même les personnages secondaires, et on commence justement. Et je pense que... Pour qu'on ne se perde pas. Et justement, je pense que ce n'est pas le cas de l'Ard, parce que l'Ard a commencé avec un flashback qui démontre très bien la thématique, la problématique et les connectivités entre les personnages. Mais tu as abordé ce sujet, il y a pas mal de feuilletons en ce moment où on ne comprend rien parce que l'exposition n'a pas été bien faite. Donc justement, c'est ça la problématique. C'est comme un puzzle. Il y a des choix dans le drama, dans l'écriture, il y a des choix. Oui. Après, si vous exposez, mais on peut pas l'intrigue dès le premier épisode, ça c'est un choix.
Après. Non, l'intrigue, c'est une chose, et l'exposition, c'est une autre chose. Non, Exposer l'histoire. la présentation, l'exposition, c'est la présentation des personnages. Ça se fait en 2, 3, 4, 5 épisodes. C'est normal, parce que surtout un feuilleton qui est allé sur 26 épisodes, il faut au moins, avoir le temps d'arriver jusqu'aux 26 épisodes. Sinon. On est en train de suivre 3 générations qui sont ensemble dans le film. C'est ça. La génération de l'Akhdar qui reste, et de Ammar, et du père de Makhlouf qu'on ne le trouve pas, et de mon père, Taïeb, qui ont fait la révolution ensemble, les 4 amis. Et l'Arabie, ton grand-père. L'Arabie, c'est voilà. Déjà, il y a 4 familles. Il y a 4. Voilà. C'est ça, mais tout ça. On a vu les 3 familles. Ammar, il a une famille, et son drame, on vient de le découvrir aujourd'hui. Oui, donc on découvre que son fils, je peux le dire parce qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est Choukri. Et qu'il a caché son identité parce qu'il y a toute une histoire, on ne va pas la raconter, elle est dans le film. Donc il y a 4 familles, la première génération, les enfants, nous, et les petits-enfants, les jeunes, Rim et Walid et les Faiza, autres. Brahim. Donc voilà, Faiza, Brahim, ça c'est les 4. Dans ces 3 générations, il y a des chevauchements. Il y a des familles qui sont entremêlées, qui ont vécu comme ça et comme ça. D'ailleurs, on peut voir ça. Hassan Keshash, il y a également la thématique de la semence dans le feuilleton. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière cette thématique, Hassan? La semence, je ne sais pas. Maintenant, le choix du blé, avec la symbolique du blé. Elle peut résumer toutes les symboliques, toutes les autres. Et pourquoi pas les générations. D'ailleurs, on va voir aussi dans d'autres séquences, on va raconter un peu plus dans ça. Je n'ai pas envie de parler, mais les informations sont données petit à petit selon les circonstances et l'occasion qui permet d'injecter de nouvelles informations et de compléter le puzzle. Mais le blé, les grains, aujourd'hui, si je peux ouvrir une petite parenthèse, parlant de la semence, on a des OGM, tout ce qui est génétiquement modifié, donc on a des grains qui ne donnent pas des semences pour l'année prochaine. Il faut à chaque fois qu'on achète. Par contre, avant, les paysans, les agriculteurs, ils faisaient leurs semences de leur récolte, donc une partie. Et là, c'est une forme de dépendance alimentaire. Donc, sur ce sujet, il y a énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire parce que l'agriculture, c'est la mère de toutes les industries, d'ailleurs. Elle alimente le textile, l'agroalimentaire, la pharmacologique aussi, donc les huiles essentielles, tout. C'est à la base. Donc, si on n'est pas dépendant, ça veut dire. Exactement. D'ailleurs, on va le dire. On va dire pas dans le détail, mais selon les dialogues du feuilleton. Son projet à lui, lorsqu'il revient à la terre, c'est ça son projet, Morad, dans le feuilleton. C'est lorsqu'il revient, parce que c'est un biologiste, pour récupérer la souche algérienne qui existait avant. On l'a dit, le premier. Qui existait avant. Les racines. C'est ça. Exactement ça, c'est notre feuilleton. Le cousin qui n'est pas d'accord, le cousin qui préfère aller sur un autre volet, sur vendre. Le cousin aussi, il a fait une promesse à sa maman, à sa mère. Non, elle parle de cousin. Oui, non, elle parle. Non, oui, elle parle de cousin de Abbas dans le feuilleton qui veut vendre la terre pour faire un autre projet. C'est ça, les deux visions. C'est ça, pour faire un projet parce que lui, il est pour le gain facile. Et lui. L'héritage, il le met de côté. On le brade et on a de l'argent. Mais c'est normal aussi. Si on vend la terre. Oui. On est on se rassasie pour une période, mais si on la garde, peut-être on a faim pour une période, mais on est le restant de ces jours. Après, oui, c'est des messages qui sont. Non, mais garder la terre, déjà, c'est une valeur. C'est une valeur, oui. Déjà, la valeur de notre feuilleton, c'est garder la terre. Après, même Abbas dans le feuilleton, s'il veut vendre, il a aussi ses raisons. Exactement. Parce qu'il veut faire un projet, un grand projet, je ne sais pas. Plutôt aller dans la construction. Oui, la construction. Dans la modernité. Il opte pour la modernité. Un parc d'attractions, de loisirs. Un loisir, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose. Moi, je ne suis pas en train de spoiler. Hein. Je ne suis pas oublier une chose. Il est manipulé. Lui, il est manipulé. Et dans le feuilleton, qu'est-ce qu'on va découvrir?
à l'avenir. On ne va pas découvrir maintenant. Très bien, Amar Hassan Keshesh. Le débat continue, Zaki, dans quelques instants, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, nous allons, Amar Bahloul, Hassan Keshesh, nous allons continuer le débat dans quelques instants, juste après la publicité. Restez avec nous. Et on est de retour pour votre troisième partie du talk show, je perds mon latin, Ramadan Prime sur Al24 News, avec ce débat très enrichissant en compagnie de nos chers invités Hassan Keshesh et Amar Bahloul. Alors Samar, une intervention? Oui, j'aimerais poser une question à monsieur Amar Bahloul. Donc, vous êtes un grand producteur algérien, vous avez plusieurs productions dans l'émission, la grande émission musicale, plutôt émission musicale Al-Han wa Shabab. Donc, une compétition de chant visant à découvrir de nouveaux talents en Algérie. Tout le monde connaît Al-Han wa Shabab. Vous avez aussi une riche expérience dans la production cinématographique en Algérie, drama. Moi, j'aimerais poser une question un petit peu générale en sortant un petit peu de feuilleton Al-Ard, parce que vous avez plusieurs productions. Donc, comment décririez-vous l'évolution du drama algérien, surtout ces dernières années? Déjà, on dit alhamdoulilah parce que maintenant, on a un vrai drama. On a des grandes productions, techniquement déjà, sont bien faites. Les sujets sont différents, c'est bien aussi. Moi, je pense que cette évolution, on a toujours eu de drama à la télévision algérienne. Pour ne pas dire que ces dernières années, depuis Fezzaz, depuis Mustafa Badi, Allah yarhamou, depuis... et on a vu des grands feuilletons à l'époque. Ces derniers temps, je pense que c'est l'évolution technique. Maintenant, on maîtrise très très bien la technique. On maîtrise très très bien aussi les sujets. Maintenant, on peut dire on ressemble à pas mal de dramas dans le monde arabe. Amar Bahloul, je vais vous interrompre juste quelques secondes pour informer nos chers téléspectateurs qu'on est en train de suivre en même temps les coulisses du tournage de votre feuilleton, du feuilleton Al-Ard. Ok. Alors, moi, je suis très content que Drama arrive à cette position maintenant, que les Algériens, je pense, avant 5 ans, 6 ans, même 10 ans, voyez dans la télé, mois de Ramadan, des feuilletons turcs ou bien des feuilletons syriens, même des feuilletons égyptiens à l'époque. Mais maintenant, il n'y a que les feuilletons algériens. Ça, c'est déjà un bon point pour le drama. Deuxièmement, on a des stars maintenant, comme Hassan Keshesh, comme l'Aribi, comme on a beaucoup de stars qu'on peut dire que voilà, on peut véhiculer nos messages à travers le drama algérien pour l'extérieur. Ça, c'était important. Maintenant, peut-être notre objectif, c'est exporter notre drama, ça veut dire exporter notre feuilleton à l'étranger. Peut-être, moi je pense, peut-être il faut un peu de temps, parce qu'il faut qu'on maîtrise les scénarios beaucoup plus, que ce soit pas des scénarios locaux, c'est des scénarios internationaux qui peuvent intéresser le monde arabe ou bien africain, ou pourquoi pas. L'année dernière, on a eu un titre au Sénégal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre drama. Le titre, c'était le meilleur comédien, Hassan Keshesh. Et c'est pour ça, moi, je peux résumer que notre drama, à l'instant, actuellement, elle peut aller loin. C'est après, on s'investit plus d'argent, plus de moyens. Dans l'écriture, on fait des ateliers, on fait des vrais scénarios bien faits, etc. Je pense qu'on peut aller loin dans notre drama. Si on parle du feuilleton Masha'al, par exemple, il a été diffusé dans plusieurs chaînes arabes. Masha'al, c'était une coproduction algérienne-tunisienne. Et il a fait un grand succès, Masha'al. Ouais.
Non, mais tous les feuilletons algériens ils ont fait des grands succès. Après, Machal, il a été doublé. Nous, on veut pas. Nous, on est contre le doublage. Il a été doublé, oui. Ouais, si on peut doubler même. Il y avait Yemma qui a fait un grand succès. Il y avait Malolia, il y avait Dama, il y avait Oulad Halal, il y avait le Khawa. Il y avait beaucoup de feuilletons qu'ils ont fait. Et cette année aussi, on voit les feuilletons qui existent. Maintenant, on a 7 ou 8 feuilletons, que ce soit le Firaq ou bien le Fête اللي فات, Bnat al-Mahrousa, Sid Rijal, Tab'a. On a beaucoup de feuilletons, c'est des sujets différents, c'est des grands. Un sous-titrage. Ouais. Après, moi je pense moi je suis contre. Après, ça c'est ma position à moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que pourquoi nous, on a appris l'égyptien à travers leurs feuilletons. On n'a pas fait des sous-titrages. On n'a pas fait des sous-titrages aussi pour les feuilletons syriens, malgré que c'est des dialectes. Nous aussi, on a notre dialecte. Après, vous me dites peut-être il ne faut pas mettre le français dans notre dialecte. Ça, je suis d'accord. Mais après, notre dialecte, il est en arabe. Notre arabe à nous. Il faut respecter. Très compréhensible. Bien sûr, il faut exporter comme ça. Parce que lorsqu'on parle de la langue, à chaque fois on dit la langue c'est un obstacle. Ce n'est pas un obstacle. Pour le rail, ce n'est pas un obstacle. Il y a les Égyptiens, les Syriens, les Libanais. Lorsqu'ils écoutent Khaled ou Mami, ils écoutent comme avec son dialecte et avec sa langue. Alors c'est la force, moi je pense. Bien sûr, la force de projet, la force de feuilleton, la force de scénario et la force de jeu d'acteur et la technique qui fait vendre. C'est pas la langue. La langue, on écoute la musique du monde avec des langues différentes et on aime ça. Après, c'est pas un obstacle la langue. Tout à fait, Amer. Et maintenant, on vous propose, chers amis téléspectateurs, de suivre ce VTR qui revient sur les productions que vous êtes en train de suivre à travers les différentes chaînes de télévision, les productions qui ont attiré les citoyens les 10 premiers jours de ce mois béni de Ramadan. Le reportage de Asma Al-Aid. Entre une panoplie de séries allant du drama à la comédie, les Algériens ont cette année l'embarras du choix sur le petit écran. Cependant, certaines séries dramatiques se distinguent déjà en ce 12e jour du Ramadan. Par épisode et dès les premiers jours du Ramadan, certains feuilletons attirent l'attention des téléspectateurs comme Bnat al-Mahrousa, Al-Ard, اللي فات مات أحوال الناس 3 التبعة et الفراق, des histoires qui captivent, plongées dans ces dramas qui font déjà le buzz. حابة نخرج اليوم حبيت نشري حاجة ذهب بمرت وليدي. Bnat al-Mahrousa, une série diffusée sur Ashourouk TV, suit le destin de 3 étudiantes universitaires confrontées à une vague de crimes inexpliqués dans leur quartier, portés par des figures emblématiques du petit écran algérien comme Abdelkader Djriou, Souhila Ma'allem et Lydia Chabout. Al-Ard s'annonce comme l'un des projets les plus ambitieux de l'année 2025, réalisé par Najib Oulbsir. Ce feuilleton réunit des figures emblématiques du cinéma et de la télévision algérienne, dont à l'affiche Hassan Keshash, Mustafa Al-Aribi, Iman Nouel et Sid Ahmed Agouni, diffusé sur Samira TV. Ahwal Nas 3, une série ramadanesque qui revient pour une 3e saison attendue. Cette série sociale dresse un portrait de la société algérienne entre tradition et modernité, diffusée sur Al-Hayat TV. Et Elli Fetmet, comédie et drame au rendez-vous ce Ramadan 2025 sur One TV. Samia Meziane, Sarah La'lama, Ali Namous et Mustafa Al-Aribi se partagent l'affiche dans Elli Fetmet, une série qui mêle humour et émotion, réalisée par Karim Moussaoui. وين راكي رايحه يما؟ راني عطا ديسبونسير نجيب بطاطا عاد خلصت لي. الهاتي
Des séries qui semblent satisfaire un public exigeant en proposant une offre diversifiée de sujets avec une amélioration tant du contenu que des aspects techniques. La saison dramatique du Ramadan 2025 est marquée par d'énormes productions et avec la participation des plus brillantes stars de la scène artistique algérienne. On a vu un petit peu à travers ce récit les différentes productions que vous proposent les différentes chaînes de télévision et ce que suivent également les citoyens, Imen. Oui, alors moi je voulais rebondir, c'est ce que vous aviez dit juste avant ce qu'on vient de voir. Par rapport à la langue, donc on a dit que, je ne sais pas si c'était vous, voilà, que ce n'était pas un obstacle. Mais c'est-à-dire que nous, quand on parle, le dialecte que nous avons n'est pas de l'arabe littéraire. Donc c'est un arabe propre à nous, qui est mélangé avec un peu de français, un peu de... En fait, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Fatima, quand vous dites que c'est un langage qui est compris par autrui. Parce que quand on part dans nos pays voisins, beaucoup ne nous comprennent pas quand on parle, parce qu'on mélange beaucoup de mots. Et je pense que que la difficulté résiderait ici. On ne pourrait pas se faire comprendre avec ce langage-là. C'est-à-dire que la derja ne peut pas être comprise. Moi, je voulais dire, si on enlève... Moi, je voulais dire, si on enlève les mots en français, c'est très compliqué. Non, mais dans les dialogues, il y a toujours un, deux, trois, quatre mots. Moi, je parlais de l'avenir. Moi, je parlais de l'avenir. J'ai dit, si on veut vraiment exporter, il faut travailler le scénario et dans les dialogues, il faut enlever les mots en français. Parce que maintenant, on voit des films de Syriens et même des films de pays de Golfe. Mes enfants ne comprennent pas. Oui. Moi, je comprends parce que moi, j'étais élevé. Moi, je ne comprends pas, par exemple. Moi, j'étais élevé, j'étais habitué parce que j'ai vu des films égyptiens, des films syriens, des films... Et là, j'ai appris la langue à travers des films. Et c'est comme ça, il faut exporter avec notre langue. Exactement. Si on veut exporter, il suffit juste d'enlever le français de notre dialecte. Tout à fait, Amr. Nariman, Fadli. Oui, alors je voudrais intervenir sur le plan technique. Quand on voit, je reviens à l'art, puisque nous avons le privilège et la chance d'avoir deux invités de marque qui représentent l'art d'aujourd'hui. Voilà. Donc, en plus de la symbolique, en plus de tout ce que ça engendre comme projection, parce qu'on se retrouve quelque part, l'art, c'est nous, les acteurs, c'est nous, c'est notre vie, et l'impact de l'image est très fort sur le téléspectateur, qu'on le veuille ou non. Par contre, sur le plan technique, on sent qu'il y a un travail, on sent qu'il y a un directeur photo derrière tout ça. On sent qu'il y a, je ne sais pas s'il y a ou il n'y a pas, un étalonnage sur le plan de l'image et même sur le plan de... C'est-à-dire que c'est un travail artistique et esthétique à la fois. C'est au-delà d'un film ou d'une série, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Voilà. C'est beaucoup plus travaillé comme on est dans le cinéma. Exact. Parce que même la technique qu'on a utilisée, les caméras, c'est des caméras Alexa avec des Master Prime, des objectifs de cinéma. On a pris, après, la nature nous a aidés parce qu'on travaille dans la campagne, tout est beau, etc. La lumière, mais je pense dans le volet technique, alhamdoulilah, on a réussi notre challenge. C'est choisi aussi, ça veut dire dans l'image, qu'est-ce qu'on a envie de donner comme atmosphère. Donc le choix des couleurs, c'est la terre, c'est le vert qui prédomine, c'est le couleur terre. Les clairs-obscurs, beaucoup sur les clairs-obscurs. La musique qui accompagne, qui doit aussi renforcer l'histoire. Donc il y a plusieurs éléments qui ont... La musique qui épouse toutes les situations. La musique qui accompagne les images doit épouser toutes les situations. Voilà, donc chaque séquence, même on peut parler d'une musique de séquence, mais c'est plusieurs éléments qui vont au service de l'épisode, de la narration surtout, de l'histoire, qui renforce un peu le narratif. Et donc le côté technique, oui, on a utilisé même les drones. Il y a des vues aériennes qui sont magnifiques, d'ailleurs, les échos ils sont extraordinaires, des gens qui ils envoient. Mais il faut que la technique
et l'artistique, ça veut dire en parallèle, la technique au service de l'histoire. Exact. Donc c'est un ensemble d'éléments qui vont que on présente une histoire avec un vecteur, un porteur qui est beau et qui est attractif. Hassan Keshesh, on a vu à travers le VTR différentes productions, différents titres qui sont proposés aux citoyens. À part l'Ard, vous en tant que citoyen algérien, à part l'Ard, qu'est-ce que vous avez apprécié ces 12 premiers jours du mois de Ramadan? Pas encore. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai zappé, je ne sais pas, les productions. J'ai vu techniquement, il y a comme m'a dit Amer, mon ami, et tout le monde, c'est la vue de tout le monde, que le drame algérien, ça fait quelques années, il est en pleine évolution, en plein essor. Donc la technique, elle est là, elle est présente. La deuxième remarque, c'est pratiquement tous les réalisateurs, c'est des jeunes. Donc il y a toute une génération qui est en train de récupérer le drama, qui est en train de faire des propositions artistiques. Elle est là, elle est à l'écoute. Je parle de notre expérience avec Najib, donc elle est à l'écoute dans l'interaction, dans la construction. Ça veut dire on est dans la finalité de. Je parle de notre expérience. Oui. J'espère que je crois peut-être partout la même chose, mais ça c'est une spécificité aussi. Mais je n'ai pas eu le temps de voir dans le détail. C'est pas évident. Il y a entre drama et comédie, il y a beaucoup de... Et vous venez d'évoquer un nom, il s'agit de Najib Oulbsir. Alors, pourquoi toujours le choix de Najib Amer Bahloul? Il vous a réalisé l'année dernière Moualoulia, qui a connu un énorme succès. Cette année, il est de retour, toujours avec vous, la même équipe, pour Al-Ard. Pourquoi ce choix, Amer Bahloul? Enfin, on est une équipe. Oui. On est une équipe, on travaille ensemble. On ne change pas une équipe qui gagne. Bien sûr, déjà, ou c'est un jeune réalisateur. Une équipe et une famille. C'est une famille. Après, comme il a dit, il y a pas Najib, il a fait de bon travail de Moualoulia, même cette année. Il faut l'encourager, il faut l'aider, il faut être avec lui, que ce soit Najib Oulbsir ou bien même Rabah Slimani, le scénariste, qui a fait le scénario de... Je crois que Najib a fait une petite apparition également dans le film. Oui, mais il aime ça. C'est ça, oui. Il est un petit peu comédien. Non, il est comédien à la base. Oui. Il est comédien à la base. Il est comédien à la base. Abdelmalek. Là, justement, je voulais poser une question à Amer Bahloul sur la production. On a vu les images de coulisses de Al-Ard. Justement, la pré-production, ça a duré combien de temps? La production, ça a duré combien de temps? Et la post-production? Donc, on commence avec la pré-production. Vous voulez dire la production, ça veut dire le tournage? Le tournage, oui. On commence avant tout avec la pré-production, l'écriture. Mais tout le travail, c'est un an. Non. Ça veut dire une année. On a commencé par l'écriture dans un atelier. Ça vous a pris combien de temps, l'écriture? L'écriture, c'est pratiquement 6 mois. 6 mois, 7 mois, je pense. Et le tournage, les préparations, c'est 2 mois. Après, le reste, jusqu'à la veille du mois de Ramadan, tout ça, le tournage. Le tournage. Ouais, 3 mois et demi. D'accord. Et la post-production, elle est toujours. Ça veut dire les finitions, l'étalonnage, mixage, montage son, il est toujours. Et vous avez tourné des scènes durant le mois de Ramadan aussi? Non. On a le 27. Le 27. C'est le 27, c'est le dernier jour. Et la post-production? Toujours en cours. Toujours en cours. Il vous en reste à peu près combien de temps avant de finir? Normalement 10 jours. 10 jours, on finit. Mais c'est comme ça. C'est un retard quand même. Non, c'est pas un retard. Ça se travaille comme ça partout. Déjà, il y a des productions qui sont toujours en tournage. Mais pourquoi? Oui. Justement. Parce que c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Parce que ça se termine le mois de Ramadan, on commence l'écriture, l'atelier, etc. Après, ça dépend. Peut-être on fait deuxième saison, on ne fait pas deuxième saison, on fait un autre scénario. Ça, c'est le brainstorming qui commence juste après le mois de Ramadan. Et c'est le temps physique pour arriver à un feuilleton, c'est comme ça. Et c'est partout, même en Égypte, en Syrie, partout. Amer Bahloul de clôturer son feuilleton, on va dire 2 semaines avant le mois de Ramadan? Est-ce que c'est les sponsors? Mais c'est possible. Enfin, le sponsor, il fait partie. Ouais. Non, cette année, avec Samira TV, alhamdoulilah, tout est fait dans l'ordre, dans le temps. Sincèrement, c'est très clair. Mais après... il y a des comédiens qui jouent là, qui jouent là-bas. Sans oublier que Iman Noël, elle a eu un accident aussi pendant le tournage, ce qui a un petit peu freiné l'avancement des travaux. C'est pas, mais c'est physique, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ou bien, je pense à l'avenir, ça va changer. Mais maintenant, jusqu'à
même l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va rester. Et en 2030, Alors, tout à l'heure, Hassan Keshesh a dit quelque chose On fait de de très feuilleton. important. Alors, Nariman. Hassan Keshesh, tout à l'heure, a dit quelque chose de très important en parlant de l'image, du son, etc. Il a parlé de la musique. Et j'ai relevé justement ce qu'il a dit. On a un musicien avec nous qui m'a dit, juste avant de rentrer au studio, tu te souviens à qui? Je ne me rappelle du tout. Ah, ben oui. Dans une série, dans un film, la musique est un acteur. C'est exactement ce que tu m'as dit. J'ai dit ça en fait parce que en fait, je pensais déjà, est-ce qu'on écrit un scénario en fonction des sons qu'on imagine, ou alors qu'on va d'abord imaginer une histoire, on écrit le scénario, on le fait lire au compositeur. C'est ça. Et après, c'est à lui d'inventer la bande originale. La base de toute intervention. Comment on procède? C'est le scénario. C'est le scénario. Il est donné aux acteurs, aux réalisateurs, aux techniciens. Chacun fait son. On fait un découpage technique. Une première lecture. Et chaque département travaille en fonction du scénario. Donc le décor, ils vont proposer les accessoires, les costumiers, aussi le réalisateur avant tout, bien sûr, va faire son découpage, son storyboard. Et qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à la dernière production de l'année dernière? Parce que vous avez reconduit à peu près la même équipe. La même équipe. Réalisateur et casting. Il y a eu quand même, tout à l'heure, ma fille, elle m'a fait une bonne réflexion, Wissal. Merci ma fille. Elle m'a dit, Hassan Keshesh, elle vous adore, d'abord. Elle m'a dit, mais ça change complètement du personnage de l'an dernier. Vous étiez méchant, fouettard et tout. Et cette année, vous êtes l'intello, gentil, sage. Vous êtes tombé de haut ou c'est plutôt le contraire? Non, c'est l'intérêt, je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas se répéter aussi. Il ne faut pas jouer toujours le même registre. C'était le choix parce qu'est-ce qu'on va apporter? Non, mais c'est l'incarnation de personnage. Le personnage demande ça. Vous parliez tout à l'heure de la musique. Si vous avez remarqué... dans le feuilleton l'art, on a fait un peu de Gasba, je sais pas. C'était authentique, ouais. Trap. Avec le style Osmo Trap. C'est qui a signé la BO à l'art? C'était la musique de Germany. Dans les sons, etc. Parce qu'on voulait vraiment rester dans la campagne, dans notre histoire, l'héritage, le patrimoine. Parce que si on fait notre musique différente, très bien. Ça colle pas. Franchement, vous avez redonné vie au blues algérien au moment où vous parliez de la terre. C'est dans le mille. C'est ça, exactement ça. Et ça, c'est parce que l'inspiration, elle vient du scénario. C'est-à-dire, si tu lis le scénario, tu trouves voilà, tous les conflits qui existent, c'est par rapport à la terre. Et ces conflits-là, ces gens-là, ces gens de la campagne, c'est des gens qui ont une relation directe avec la terre. Complètement. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes problèmes de la ville. Ça veut dire même les sonorités. Les sonorités, c'est si tu vois par exemple les ambiances, tu vois les ambiances des moutons, des ambiances des la vie pastorale. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais cette vie-là, l'environnement en fait. Mais cette vie-là, il faut la reproduire aussi avec la musique. Alors, et c'est la musique de Gasba, de S.L. Jalmouni, etc. Ça marche très très bien. Alors, il y a également les productions comiques cette année. Est-ce que vous avez suivi quelques productions de comédie ce mois béni de Ramadan? Entre autres, La Gazette, je pense. La Gazette qui est en train de connaître un franc succès. Il y a Temosha aussi. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Rbaha aussi, c'est comique. Oui, Iman. Si je devais faire une petite critique, c'est que ça reste toujours une ambiance très 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 comique. C'est une Amina Lachtar. Elle est excellente dans son rôle. Et par contre, le fait qu'elle bifurque en tant que directrice d'agence, a un peu changé son personnage par rapport aux deux premières saisons, ce qui fait qu'on a un peu de mal à suivre. Et plus de chute à témoin. Non, c'est-à-dire que le premier rebondissement, on ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne la patronne. Mais ça reste parfois c'est un peu redondant. C'est-à-dire que tous les soirs, il n'y a pas vraiment une grande différence dans les épisodes. Ça, il n'y a plus de chute. Oui, voilà. Première et deuxième saison, c'était parfait. Mais la troisième, on commence... C'est un peu... Et après le Batha, Hassan Keshesh, après le Batha, il y a les mêmes équipes. Je n'ai pas vu, mais je vais rebondir sur la question des saisons. Oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Une suite, quand on fait une suite,
C'est commercial ou c'est... Je ne sais pas. Des fois, Mais le public c'est a une demandé, décision, hein. c'est une décision qui est prise par une production. Nous, par exemple, on était confrontés. Est-ce qu'on fait saison 2 de Demain, Loulia. Mais qu'est-ce qu'on a dit Exactement, c'est ça. on avait la conviction que peut-être on a dit beaucoup de choses, peut-être. Mais on pouvait toujours. On pouvait toujours. Mais après, faire des avec brèches. Yilma, vous avez fait 2 saisons. 3 saisons, exactement. Oui, Parce que déjà, c'était à la base, c'était une histoire, c'était une très longue histoire. Ça veut dire on pouvait faire 2, 3, 4, même 5. Dès le départ, c'était pensé comme ça. Déjà, et la possibilité, et à l'écriture, les possibilités d'aller vraiment dans des saisons. Mais pour revenir, Madame Fatima, au sitcom ou bien la comédie, moi je pense qu'il y a une différence entre la comédie et le drama. Le drama, c'est une histoire là où il y a une trame, il y a l'intrigue, il y a des vrais dialogues, etc. Mais la comédie, non. La comédie, l'objectif déjà, c'est de faire rire. Mais justement, cette année, on ne fait pas beaucoup rire. Non, mais après, on fait pas. Tu sais, c'est compliqué. Même partout dans le monde, il n'y a pas des sitcoms qui font rire. Maintenant, c'est les TikTok qui font rire maintenant. On ne peut pas juger. Non, parce qu'on s'est habitué au TikTok. C'est ça. C'est-à-dire pour faire rire dans une production, c'est compliqué. C'était pas comme avant. Mais je pense qu'il y a un très très grand effort qu'ils ont fait dans Timocha. J'ai beaucoup aimé, moi, les interactions. Il n'y a pas vraiment une trame, mais ce n'est pas ça qu'on demande dans une comédie. Dans une comédie, on demande les situations. Il y avait des situations. Il y avait des très très belles situations. Moi, j'ai apprécié Timocha, où déjà, j'apprécie beaucoup qu'est-ce qu'il fait Mzahem. Oui. Enfin, je ne suis pas en train de personnaliser. Tous les réalisateurs, ils ont fait des belles productions, mais Mzahem, il a sa touche à lui. Il fait des choses comme ça. J'ai beaucoup aimé. Même le jeune Mahfoud qui a fait la Gazette. Nous a ramené dans un autre univers. Nous a ramené dans un autre univers extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire aussi de réfléchir ça, de ramener les accessoires, etc. Mais moi, j'encourage ça parce qu'en fait, nous, on est là, on est en train de voir les choses. C'est vrai, on veut avoir de belles choses. On est en train de voir les choses finies, mais si vous voyez par exemple la Gazette déjà, oui. Mais après, nous, on n'est pas téléspectateurs. Ici, aussi, on n'est pas téléspectateurs. On est journalistes et professionnels et on fait des critiques. Il faut que les critiques, moi je pense, il faut que les critiques soient vraiment constructive. Et là, lorsque je vois des séquences comme ça, avec le VFX, l'effort qu'il a fait, etc., c'est extraordinaire, c'est une première. C'est une première. Oui, la Gazette, c'est vraiment une première. C'est une première. La Gazette, on va juste rappeler que ça a été réalisé par Yassine Mahfoud. Yassine Mahfoud, oui. Je disais Mahfoud, Yassine Mahfoud. C'est ça. C'est un jeune réalisateur que moi j'admire, qui travaille, il fait des belles choses. Moi, toujours, j'encourage les jeunes, que ce soit Oulebsir, ou la Walid Bouchbah, ou la Mahsas, Youssef Mahsas, ou bien Oussama Koubi, qui a fait des belles choses, 11 ou même cette année. Bouchbah, c'est des jeunes réalisateurs. Il y a Driss Ben Chelnin, je pense aussi. C'est ça. Driss Ben Chelnin. C'est ça, c'est des jeunes réalisateurs qu'ils ont. Driss Ben Chelnin, oui. Oui. Enfin, on peut pas. Moi, mais ils ont fait des belles choses. Oui, moi, exactement. je les encourage. Après, c'est toujours ça. Après cette année, l'année prochaine, 3 ans, 4 ans, on gagnera des grands réalisateurs. Et vous nous direz dans quelques instants ce que vous pensez également d'Arba'a. Ça sera juste après la pub, les amis. Restez avec nous.
Dernière partie de votre talk show Ramadan Prime en direct sur Al24 News. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous avec nos chers invités Hassan Keshash, Amr Behloul et mes chers amis Nariman Zaki, Abdelmalek Samar et Iman. Nous sommes très contents de vous tenir compagnie comme ça tous les soirs de 22h à minuit sur Al24 News. On parle bien entendu avec Hassan Keshash et Amr Behloul des différentes productions que proposent les différentes chaînes de télévision également aux téléspectateurs, aux citoyens lors des soirées after Ftour. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant d'Arba'a? Qui a vu Arba'a cette année aussi? Je suis à jour par rapport à Arba'a parce que je suis un peu proche de l'équipe de casting et donc j'essaye un peu de suivre ce qu'ils font. Je considère que c'est une réussite à tous les niveaux, hein, vraiment. Et voilà, parce qu'ils nous ont complètement entraînés dans autre chose. C'est entre le Batha avec ses saisons précédentes, bien sûr. On est dans une autre folie, dans un autre type de délire, Nous en allons fait. rappeler Zeki que dans le Ba'a, il y a Nabil Asli. C'est à peu près ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le même staff, c'est toujours les mêmes. D'accord. C'est un staff. C'est Est-ce très, que très... Yasmina Abdelmoumen a joué avec eux? Non, cette fois-ci. Cette année, non, d'accord. Peut-être qu'elle était occupée avec son duo avec Kamal Abdet, que je trouve particulièrement intéressant aussi. Non, elle était avec Temoucha et elle a aussi un petit truc, un sitcom avec Abdet, Safia, exactement, et Abdelkader. Mais justement, c'est le même. J'adore les mimiques des acteurs. On voit, oui, tu l'as remarqué, hein, les mimiques des acteurs, et ce sont des mimiques, on sent que, bon, c'est vrai que ça fait naturel, mais on sent qu'ils ne sont pas comme ça dans leur vie. Et ils gardent en mémoire, justement, ils n'oublient pas de refaire les mêmes grimaces. J'ai perdu le nom de l'acteur, là, dans le Ba'a toujours. Hein. Le petit. Voilà, D'accord, le petit. Il a toujours cette habitude. Non, moi je suis le Ba'a, je suis l'Ard et sa fille. Alors celle-là, je l'adore. Et la Gazette? La Gazette, j'ai dû voir 2 ou 3 fois. Qui a aimé le générique de la Gazette? Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Ça marche avec le décor. Et Hit the Road Jack de Ray Charles, ils ont fait un très beau générique. En tout cas, c'est Méziane Amish. Méziane Amish, et comment s'appelle la jeune artiste qui a chanté avec Méziane Amish? C'est Dalia Sheikh. Dalia Sheikh, exactement. Mais je voulais juste, pour être complet par rapport à l'histoire de Arba'a, je suis très content parce que on est complètement algérien. Hein, on reste dans l'écriture, dans l'interprétation. Il y a quelque chose de complètement impressionnant à mon avis quand on voit comment ils surfent avec les accents. La dernière fois, ils font l'accent de Annaba. C'est impressionnant. Adila Bendelmerad qui renoue avec l'accent de Tlemcen. C'était beau, c'était naturel. Franchement, je prends un malin plaisir, mais c'est intéressant de regarder les garçons comment même l'équipe. Abdelmalek, qu'est-ce que les Algériens aiment la comédie noire comme dans le Ba'a, justement? Bien sûr, oui. Je dirais c'est une marque de fabrique oui. maintenant. Et peut-être pour compléter les dires de Zaki concernant l'Arba'a, c'est vrai que c'est la même équipe avec le Batha, mais on n'a pas cette impression de déjà vu. C'est notre délire. On n'a pas cette impression de déjà vu, donc c'est vraiment magnifique avec l'Arba'a. Moi je suis l'Arba'a. Oui, c'est vrai. C'est ce que disait tout à l'heure Amr Behloul, un producteur ou un acteur normal. Il est généralement pour le renouvellement. On ne va pas se redire, sinon on va moisir. Mais bon. sinon, pourquoi changer une équipe qui gagne? Ça, c'est vrai. Surtout si elle a la possibilité de progresser ensemble. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'a un tout petit peu dérangé, par contre, cette année, c'est les placements de produits. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, les placements de produits. Il n'y a que ça. Ouais, ça m'a un tout petit peu titillé. Voilà. Mais après, mais sinon, Abdelmalek. Oui. Ok. Je sais ce que va dire Amel, mais je vous laisse parler. Allez. Non, mais sincèrement, moi aussi, je suis gêné par rapport à ça. Mais il ne faut pas oublier que les productions, ça demande de l'argent. Le financement des productions, c'est des sponsors. Et il ne faut pas oublier aussi que cette année, il ne faut pas dépasser 12 minutes. Ça, c'est une loi. Il ne faut pas dépasser 12 minutes dans 1 heure. Alors, pour trouver l'argent pour sponsoriser un feuilleton, il faut au moins trouver d'autres solutions que, je ne sais pas, le truc publicitaire qui dure 2 minutes. On peut faire ça avec subtilité. Oui, il est dans subtilité. Je ne sais pas, moi, vous parlez de quelle production, mais nous, on a essayé d'être dans la subtilité. Oui, je pense que... Parce qu'on ne peut pas, mais on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, moi, j'aurais aimé qu'il y ait des financements, d'autres financements que le sponsor. Comme ça, on sera
plus libre dans l'histoire, plus libre dans les placements. Et aussi, on sera moins contrarié par rapport à ça. Moi, j'aime pas ça. Sincèrement, j'aime pas ça. Mais franchement, moi, ça me dérange moins. Par rapport à lui, moi, ça me dérange moins parce que j'ai pris l'habitude et après, je reste focalisé sur l'essentiel et après, bon, je vis avec ça. C'est ça. devenu une habitude. On les regarde comme si qu'ils font partie du décor. Et puis oui, c'est ça. Mais c'est ça. Le but même du placement de produits n'est pas atteint. Parce que si justement, vous les voyez tout le temps et partout, donc ils sont non seulement à l'intérieur des programmes, dans les émissions, et dans les spots publicitaires. Donc du coup, ça fait un tout petit peu. Ça fait un tout petit peu. Mais normalement, mais moins que l'année passée. Non, mais je comprends. Vous êtes producteur. Non, moi, je suis téléspectateur. Oui, mais moins que l'année passée. Un petit chouïa. Ouais. Non, moins, beaucoup moins. Oui. Avant, il y avait non seulement il y avait même. Il y en a encore à l'intérieur des feuilletons. Ouais. La bande non, il n'y a pas. Moi, je pense que cette année, c'est ça. En tous les cas, Al Makash. Dans les autres chaînes. En tous les cas, la pub, elle est partout autour de nous. Oui, c'est juste. Partout. Là où on va, donc elle est. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le téléphone, l'arrêt de bus, dans l'autoroute, elle est là. C'est plus subtil, Nariman. Les placements de produits, quand vous avez une émission ou une qa'da, comme nous on dit, vous n'avez pas 36 000 produits qui sont exposés. Mais donc vous avez le Là, tu fais référence à une émission oui, que je malheureusement, ne vais c'est pas grâce citer à le nom, cette qui passe, pub voilà, qu'on qui a passe un sur une chaîne produit. algérienne. S'il n'y a pas de pub, on est privé de Oui, produit, mais c'est la mire. ça reste une pollution médiatique. Alors, pour le téléspectateur, alors, oui, juste un sujet, pour sortir de ce Oh. sujet, s'il vous plaît, Abdelmalek, juste un dernier détail. Juste un dernier détail. Iman a évoqué une émission algérienne, voilà, qui passe sur une chaîne algérienne que tout le monde a vue, qui, dans cette émission, il y a je ne sais combien de produits, de placements de produits, 17 placements de produits. Et ça fait beaucoup. Est-ce que vous avez déjà été faire le marché à acheter ces produits après l'émission? Non. Donc ça sert à rien. bien. Non, ça pourrait déranger. Non, il faut respecter les sponsors aussi. Très bien, les amis, juste pour sortir de ce sujet, Amr Bahloul. Moi, je partage l'avis d'Abdelmalek que trop de pubs, tu l'as pu. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il ne faut pas oubliez aussi, c'est grâce à ce sponsor qu'on fait des productions. Hassan Kouchage, je reviens vers vous, Hassan, pour savoir si aujourd'hui Hassan pense à faire de la comédie plus tard. Hassan, on l'a vu, on l'a connu, on l'a apprécié à travers différents rôles qu'il a interprétés. Est-ce que Hassan Kouchage songe à faire de la comédie? Je ne sais pas maintenant quel genre de comédie. J'ai déjà joué un rôle dans une série comique, Le Millionnaire, aussi une coproduction algéro-tunisienne. Mais bon, tout dépend du rôle, du scénario. Et des fois, on fait rire. Même tout en restant sérieux. Ça veut dire, c'est le paradoxe, c'est la comédie de situation. Comme Mr Bean, hein, il reste sérieux, mais il fait rire. Oui, mais exactement. Charlie Chaplin également. Donc tout dépend du scénario et voilà, c'est un tout, c'est un kit. C'est pas juste j'ai envie, à la première occasion, j'ai dit oui. Si je trouve un bon scénario et bien dirigé et avec un environnement sur tous les plans bien, ça veut dire un projet qui est porté par une équipe et on a envie de faire une proposition qui est bien, on lui donne toutes les chances pour réussir, ben oui, pourquoi pas. Avec qui aimeriez-vous jouer un rôle comique, Hassan? J'ai déjà joué. Avec qui aimeriez-vous maintenant? Vous avez joué, je crois, c'était avec Nabil, non? مع نبيل وعادل عبدولة وكان معنا سارة العلامة وكان معنا بيونا aussi, donc oui, avec tout le monde. Et c'était pas mal, sympathique, donc un personnage différent, bon, malgré que ça ressemble un peu à la Casa des Papel, en tout cas, mais à l'algérienne. Beaucoup ignorent que vous êtes déjà médecin. Oui. Donc vous avez fait cette transition. Comment est-ce que ça a joué dans vos rôles? Parce qu'on dit que tous les domaines ont des similitudes. Bon, Samar, beaucoup ignorent ça, je ne le pense pas, parce que tous ceux qui aiment Moi j'ignorais en fait. savent qu'il a fait médecine. Oui. Ça, on le sait tous. Vous êtes médecin. Mais répondez à la question de ça. Et vous avez joué le rôle de biologiste dans la série, dans le feuilleton plutôt. Et je jouais aussi même le rôle de médecin. Le rôle de médecin en attendant les hirondelles, mais juste 2 séquences. Donc c'était juste pour parler d'un médecin. La question a dit. Comment elle est cette transition justement? Non, je fais que de l'acting actuellement, je fais que ça.
Mais Qu'est-ce qu'elle a cette question? Parce que ça vous cette touche question, un petit voilà, peu, me renvoie au premier contact avec Exactement. M. Ahmed Rajdi. Exactement. D'ailleurs, c'était durant le casting, l'histoire est un peu longue, mais bon, il m'a posé la question. Donc, on était en casting, je me rappelle, fait قبلي كان حكيم كان عثمان بن داود ça remonte. C'est le premier C'était en film, quelle année? 93, 94. Ouais, c'était la guerre. Pour quel film? C'était la guerre. C'était la guerre. C'était une coproduction algéro-française. Donc, C'était le début. et fait, celui qui est passé avant moi, c'est Athman. Je ne sais pas s'il se rappelle. Dernièrement, Comment vous avez accueilli déjà cette proposition? il lui a dit, après avoir... la caméra est là, il est en train de nous suivre sur le moniteur, il pose des questions, l'interaction, est-ce qu'on est spontanément, ça veut dire il y a une aisance dans la réactivité, comment, ça veut dire qu'il testait plusieurs niveaux. Et qu'est-ce que ça donne à l'écran? Il a dit à Atman, tu peux faire ce rôle? Il a dit oui. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que j'ai fait l'ENADC. Et Monsieur Rajdi, il a dit non, c'est pas suffisant, donne-moi tes motivations. Et il lui a donné ses motivations parce que ça et ça et ça. Et il passe, c'est moi qui viens après. Je lis ici, tu fais médecine. J'ai posé la question à ton ami avant toi, est-ce qu'il est capable? Il dit oui. Et toi, Gali, mais toi tu n'as pas fait l'INADC, tu l'as. Et j'ai dit oui, mais bon, peut-être il y a un peu, dans le bon sens, il y a un peu de cinéma en médecine, il y a un peu de médecine dans le cinéma. Exactement. Exact. Voilà. Ça vous a influencé. Mais j'ai développé la question, je ne crois pas qu'on pourra le faire. Et j'ai raconté une histoire qui s'est produite dans une garde, et c'est un peu long. Mais je crois, ça veut dire, on apprend tous les jours. Le comédien fait des exercices tout le temps. C'est la pratique. Mais l'observation, c'est un point commun entre les deux métiers par excellence. Exactement. Si on est un bon médecin, il suffit de regarder le patient, on voit comment il marche, sa démarche, la couleur, tout, ça nous oriente déjà. Et le comédien, il puise tout le temps. Voilà, tout le temps en marchant. S'il y a un événement, vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas, qui pique une crise de nerfs, les autres, ils sont sur la défensive. Le comédien, il est dans la curiosité, dans l'analyse, le pourquoi, les réactions, et on apprend avec ça. C'est la vie, c'est tout le. Donc, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on a regardé comme film, la formation, et bien sûr, il fallait lire et suivre des formations pour améliorer, sachant que le métier d'acteur, de comédien, c'est pas un truc. Il y a la formation et le talent et l'exercice. Et un environnement aussi qui permet, parce que il faut que le comédien, le producteur, le secteur fonctionne tout le temps. Nous, on est en train de débattre les productions du mois de Ramadan, mais je crois qu'on a envie tous de voir des productions sur toute l'année, que ce soit au cinéma, théâtre ou télévision. Il faut trouver des formules, il faut impliquer les investisseurs, les privés, les chaînes de télé, bien sûr l'aide de l'État et... Mais moi, je pense surtout l'aide de l'État. Maintenant, c'est vraiment urgent, c'est l'urgence. Voilà. Parce que si on reste uniquement avec le sponsor, on ne peut pas faire de la production à l'année. Parce que le sponsor qui l'intéresse, c'est le mois de Ramadan, parce que c'est un marché. C'est dommage, que ce soit c'est devenu un mois commercial. Que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans d'autres secteurs. Mais si on veut vraiment faire de la production en dehors du mois de Ramadan, il faut que l'État... soutiennent la production avec les chaînes et que ce soit l'aide de l'État uniquement pour la production drama ou cinématographique, etc. Je reviens peut-être à Hassan Koucheche, à votre rôle dans Dmou Aloulia, et on a observé que vous aviez changé de voix. Oui. Est-ce que ce changement de voix joue un rôle important dans l'interprétation du rôle? J'ai voulu donner une touche au personnage, un peu, une voix encore plus grave et posée et qui correspond un peu à un profil psychologique. Donc avant, la première partie, il était dans l'effervescence, dans l'action, et la deuxième, c'est dans la sagesse. Donc ça servait dans les deux registres. Donc c'était OK. Et je crois que ça a donné. Aussi sortir de ça, c'est pas évident. Parce que pas du personnage, mais des fois des tics
comme disait oui, c'est vrai. Voilà, Madame Nariman tout à l'heure, l'éthique des comédiens. Des fois, on s'oublie, on répète les mêmes tics, ou on s'oublie, on ramène des tics d'un autre personnage. Il y a tout un travail, bien sûr, sur soi et en collaboration, bien sûr, avec le réalisateur. C'est pour ça, moi, je ne suis pas d'accord que vous faites la comédie. La comédie. Non, la comédie, j'ai dit... Moi, je pense qu'il faut rester dans le drama. Oui, cinéma, drama, j'ai dit, mais si... Déjà... Moi, je dis... Ça, mais... Non, c'est pas... Non, mais moi, je pense que c'est des spécialités. Chacun il se spécialise dans les choses qu'il aime. Oui, mais moi, j'ai posé des conditions. Non, mais je pense Non, on peut ne pas être d'accord avec vous. On a vu, par exemple, Adel Imam, il a interprété des rôles à la fois comiques et à la fois... Et il a réussi dans les deux. Peut-être que Hassan Keshesh, si on le laisse un petit peu libre, il va nous sortir ce Hassan Keshesh. Je vous ai dit, c'est un tout. Oui. Dans la comédie, il y a deux sortes de comédie. Il y a la comédie de situation, et ça, tout le monde peut jouer ça, même quel que soit... Mais il y a la comédie de personnage, c'est-à-dire lui, il fait rire. Oui. Pourquoi je suis allée loin à parler de Adel Imam alors que j'ai un grand Atman Ariwat en Algérie. Atman Ariwat, il a fait Cheikh Bouhamama très sérieux, le personnage, comment il l'a interprété. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde. Elle a parlé de talent, le talent déjà, et déjà sa vie, son vécu. Le vécu est très très important. Quelqu'un qui a vécu dans les blagues, dans la vie de tous les jours, il fait rire, etc. Ça devient quelque chose. Ça fait partie de l'habitude, ça fait partie de la deuxième nature. Alors il devient comme ça, d'une façon ou d'une autre, il fait rire. Après, lorsqu'il vient dans le stage, dans le plateau, il fait rire. Même en dehors, Atman Aliouat ou bien Adel Imam, même en dehors du plateau, il fait rire. Bien sûr, c'est un profil. Même en dehors du plateau, il fait rire. C'est vrai. Atman Aliouat, tu le vois, il Salah fait rire. Ogrout aussi, on lui souhaite un prompt rétablissement. La comédie, elle est en lui. Elle existe en lui. Par contre, quelqu'un qui veut interpréter un rôle, interpréter un personnage, il faut un scénario et bien écrit et bien fait. C'est une situation. Bien sûr, là, ce soir, la comédie de situation, elle est très, très compliquée. Et est-ce que vous allez produire plus tard une production comique? Non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, je ne pense pas. Oui. Mais peut-être dans l'avenir, mais je ne sais pas. Amr, pourquoi vous n'en voulez pas? Moi, sincèrement, moi j'aime le drama. D'accord. Parce que c'est ce que vous préférez. Oui, drama c'est comme un livre, c'est comme tu écris un livre qui reste. Je ne suis pas contre la comédie. Oui, déjà la comédie, ça marche beaucoup en Algérie. Les gens aiment rire, le divertissement, ça fait partie de la vie aussi. Je respecte aussi. Mais drama, c'est quelque chose qui fait véhiculer des messages. Des messages qui restent. On en a parlé tout à l'heure d'exporter notre culture. On peut l'exporter justement avec le drama. Même à travers la comédie, on peut véhiculer des messages. La comédie, elle est très locale. La comédie, elle est très locale. Très, très locale. Tu peux pas, si tu fais une comédie algérienne, tu ne peux pas faire rire d'autres. Non. Mais comment faire parce que la comédie, elle est liée à des accessoires, à des histoires locales, etc. Tu ne peux pas véhiculer... C'est un humour local. Si c'est un drama de situation, moi je suis pour. Mais si c'est un drama très léger comme ça, enfin je suis pas contre, mais moi je le fais pas. Amel Belhoum, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler... parce qu'il nous reste 3 minutes. Rapidement, 30 secondes. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler, on regardait les images du tournage, c'était très beau. Après, il y a des prises énormes. Est-ce que ça vous donne pas envie de faire du cinéma, tout simplement? Oui, mais le cinéma, je fais le cinéma. Prochain film? Non, enfin, maintenant j'ai pas, mais après, tu sais pourquoi. C'est-à-dire les projets, ça se travaille. Là, je suis sincèrement, je suis focalisé sur le drama, parce qu'il y a que le drama qu'on l'a déjà dans le cinéma. Même si je produis un film demain, il y a 24 salles en Algérie. Oui. Par contre, dans le drama, si tu passes à la télé, après tu passes dans les réseaux, tu as des millions de téléspectateurs. On peut faire les deux. Enfin, je peux faire les deux. Oui. Mais après, il faut avoir le temps de faire les deux. Maintenant, on termine avec mon ramadan, on rentre dans un autre. Et en 2030, on aura 2 ramadans. Alors, Amr Belhoum, pour finir avec vous, votre projet?
Le prochain projet que vous aimeriez réaliser? Mais sincèrement, il y a beaucoup de projets. Oui. Mais sincèrement, maintenant je suis dans le post-production. Oui, finir. C'est ça. Il faut que vous respiriez après Ramadan pour voir après ce qu'on peut faire. Et pour finir avec Hassan Keshesh, pardon, là, maintenant vous avez fini de tourner, les gens apprécient l'art. Comment passez-vous une journée de Ramadan? À quelle heure se réveille Hassan Keshesh? À quelle heure il fait le marché? Ça Mais très dépend rapidement, jusqu'à s'il quelle vous heure plaît. j'ai veillé. Une journée C'est prototype de relatif. Hassan Keshesh de Ramadan? C'est, pardon? Une journée. Ah, une journée ordinaire. Je me repose surtout parce qu'on a travaillé dur. Dur, très bien. Vraiment, surtout les derniers jours. C'était vraiment des conditions difficiles, donc je me suis dit, c'est le moment. Je n'ai pas envie d'avoir des règles. Bien sûr, on est Ramadan à son rythme, mais je n'ai pas une heure précise pour me lever, mais je prends mon temps. J'essaie de récupérer, je lis, je regarde, enfin, je suis avec la famille, c'est surtout... Vous vous donnez du temps pour voilà, vous reposer. j'ai envie de recharger les batteries. C'est surtout ça. Merci beaucoup Hassan Keshesh d'avoir été des nôtres ce soir. On a beaucoup apprécié votre présence sur le plateau. Merci infiniment Amr Bahloul. On a beaucoup apprécié également votre présence. Merci beaucoup les amis. On se retrouvera demain Inch'Allah à partir de 22h, toujours en direct sur Al24 News avec un nouveau numéro de votre talk show Ramadan Prime. Passez une bonne fin de soirée et Saha Sahorkom. Au revoir. الخطوط الجوية الجزائرية تتمنى للشعب الجزائري والأمة الإسلامية رمضاناً كريم.